Amis des oscilloscopes, bonjour. Alors ça fait très longtemps qu'on me demande des vidéos sur les oscilloscopes, expliquer comment ça marche et ainsi de suite. Et dernièrement, sur le groupe Facebook, j'ai fait un petit sondage pour savoir quelle est la prochaine vidéo, je les ferai toutes, hein, celles que je proposais, mais quelle est la vidéo, le thème que vous aimeriez voir rapidement. Et c'est, alors c'était serré, hein, mais je veux dire, c'est l'oscilloscope qui est sorti gagnant. Donc là, aujourd'hui, on va déjà regarder un petit peu ce que c'est que l'oscilloscope de base. Et on va prendre un exemple vraiment d'un modèle, je dirais, vraiment basique analogique pour expliquer un petit peu les différentes fonctions et montrer à quoi ça sert. Basiquement, un oscilloscope, ça fait quoi? Ça affiche l'évolution d'une tension en fonction du temps. Voilà, c'est un peu de graphique, automatique, on va dire. Comme sur l'axe des abscisses, c'est horizontalement le temps, et sur l'axe des ordonnées, verticalement, la tension. Et c'est vraiment un outil indispensable. Dire qu'on peut s'en sortir avec un multimètre, ça n'a pas de sens de dire ça. Le multimètre, c'est vachement bien, c'est vachement pratique. Alors c'est vrai que je dirais, si on n'a rien, faut mieux... si on veut démarrer dans l'électronique, c'est beaucoup plus économique d'acheter un multimètre, c'est un bon début. Mais à la limite, si j'avais le choix entre avoir un multimètre ou un oscilloscope, il n'y a pas photo. Je prendrais un oscilloscope, parce qu'un oscilloscope, ça fait qu'on va pouvoir faire quasiment tout ce que fait un multimètre. Puis qu'avec un oscilloscope, on peut mesurer des tensions alternatives et continues. On rajoute une résistance, on peut mesurer des courants. On rajoute une pile, on peut mesurer des, des résistances ou des continuités. Enfin, je veux dire, c'est un peu débile déjà de vouloir les comparer, mais enfin, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment un super instrument, et je dirais, très vite, c'est quand même quelque chose qui devient indispensable. Je dirais dans l'ordre, si on veut équiper un labo, il faut avoir en effet un multimètre, ça je suis d'accord que c'est le truc de base. Après, il faut avoir une alimentation, on a déjà largement parlé, protégée, si possible réglable, de laboratoire, parce que ça, on va dire, sans ça, c'est quand même difficile de travailler. Et après, il faut avoir un oscilloscope, sachant que, alors c'est vrai que pour un débutant ou quelqu'un qui a un budget limité, c'est un appareil qui coûte déjà plus cher. Maintenant, quand même, on en trouve déjà des très bons modèles à partir de 300 euros. On a des petits digitaux qui sont plutôt sympas. On trouve aussi, alors les petits kits, comme j'avais montré, mais là c'est un petit peu de la merde, mais surtout dans le matériel d'occasion. Si on cherche un peu sur eBay, sur le bon coin, des modèles comme celui que je vous propose, on arrive à en trouver, alors, des fois qu'on a de la chance pour pas cher, mais enfin, pour 100, 150 euros, on va avoir un oscilloscope de base qui va quand même vraiment être super utile. Alors dans cette première vidéo, je vais vous présenter justement vraiment les trucs de base d'un oscilloscope. Pour illustrer justement les avantages de l'oscilloscope et aussi apprendre un petit peu on va dire le b.a.-ba, pour l'instant on va se baser sur un oscilloscope analogique et on va prendre un modèle vraiment tout à fait standard. Ici un modèle AMEG 203-7. Alors ce que je vais dire c'est quand même vrai pour 90% des oscilloscopes analogiques, on va retrouver peu ou prou les mêmes, les mêmes réglages, les mêmes systèmes. Hein. Donc ça je veux dire c'est quasiment vrai pour tous les modèles. Donc les oscilloscopes ils sont soit comme ça faits pour être un affichage un peu enfin, horizontal, des fois c'est des modèles verticaux, enfin à part la disposition ici des réglages, c'est généralement pareil. Alors le premier réglage qui est important, enfin le premier bouton, on va dire qui est indispensable, c'est le bouton de marche arrêt qu'on voit ici. Donc là si on allume, voilà, on appuie tout bêtement et on voit généralement il y a aussi un voyant. Alors, on va se dire pourquoi il y a besoin d'un voyant alors que on voit l'écran, parce que justement comme on va le voir, hein, je l'ai fait exprès de le régler comme ça, on ne voit pas toujours forcément le signal à l'écran. Pourquoi? Pour X raisons. Donc là, la première chose qu'on va se dire ici, tiens, il est allumé, mais je vois rien sur l'écran. Alors pourquoi je vois rien sur l'écran? Il peut y avoir plusieurs raisons. Donc là déjà, ça veut dire qu'on ne connaît pas trop, on se dit, ah, un oscilloscope, qu'est-ce qu'il y a? Il marche pas. Une des premières causes qui fait qu'on voit rien, c'est la synchro. Alors, on parlera de la synchro plus tard, mais il faut toujours vérifier que sur le système de synchro, on voit qu'il y a un système qui s'appelle AT normal, là. AT c'est pour automatique, il faut toujours être sur automatique. Donc voilà, ici je me mets sur automatique, mais ça suffit pas. Ensuite, il faut monter l'intensité du truc, là je vois l'intensité des lumières pour voir, alors on monte tout doucement jusqu'à temps de voir l'écran, on voit qu'on voit rien. Alors, une autre raison après, ça peut être que le signal est trop en haut ou en bas. Donc là, on va mettre l'intensité un petit peu au pif comme ça, et changer. Là, ah tiens, voilà. Ici, je vois que j'ai ici un signal qui marche. Hein, on voit que, comme je disais, vous voyez, si ici on était en normal au niveau de la synchro, on voit rien.
et régler ici l'intensité pour que la trace soit, on va dire, visible. Donc voilà, ici maintenant on a la trace. Alors au niveau de la trace, justement, qu'est-ce qu'on va retrouver sur tous les oscilloscopes analogiques? C'est, on l'a vu, c'est le réglage de la luminosité. Alors faut faire attention avec cette intensité, faut pas la mettre trop fort, hein, faut pas la mettre trop fort, surtout, on voit comme ça, si le spot il va très lentement, ou voire même il est en ce qu'on appelle ici en mode XY comme ça. Alors pourquoi? Parce que si on le met trop fort, eh ben, ça va finir par brûler, hein. Les électrons, ils touchent en fait une couche de phosphore qui est disposée sur l'écran, et c'est les électrons qui activent les électrons de cette couche de phosphore, ce qui émet des photons, c'est ça qui fait qu'on voit quelque chose. L'ennui, c'est que si on met la luminosité trop fort, on bombarde trop fort d'électrons, et la couche de phosphore, on peut finir par l'endommager, donc là carrément, voire carrément la brûler. C'est pour ça que quand on achète un oscilloscope d'occasion, il faut toujours essayer de regarder si on voit un point noir comme ça, c'est pas terrible. Ou voire même des fois quand ça affichait trop toujours le même signal, et ben ça finit aussi par marquer la couche de phosphore. On voit un oscilloscope qui est arrêté, puis on voit toujours un signal plus ou moins. Ça c'est typique d'oscillos qui pour X raisons ont toujours affiché pendant longtemps le même signal. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'intensité, il faut la régler, on va dire, le plus faible possible, mais pour voir quand même le signal de façon correcte. Voilà, et ensuite on va avoir, généralement, focus et des fois astigmatisme. Alors, sur les oscillos, de plus en plus, astigmatisme qui était souvent dispo, c'est plutôt un réglage interne, parce qu'on n'a pas besoin d'y toucher souvent, ou il est accessible via un petit réglage. Alors ça, c'est quoi? Eh ben là, le focus, on voit ici, c'est que c'est la netteté de la trace. Donc là, il faut le régler pour avoir la trace la plus nette possible. Alors, aussi bien le focus que l'astigmatisme, il ne faut pas le régler que sur une trace sous forme de ligne, comme ça. Il faut le régler sous forme, avec un signal carré, de façon à avoir aussi bien les paliers que les fronts montants, là, les lignes verticales, le plus fin possible. Donc ça, voilà, on y touche rarement, mais on le règle pour avoir quelque chose de fin. Ensuite, on va avoir sur certains oscillos, pas tous, quelque chose qui s'appelle TR, là, ça veut dire trace rotation. Et ben, c'est l'horizontalité ici de la trace. Alors, c'est quoi le principe? Le principe, c'est que selon l'endroit où on va poser l'oscilloscope, le champ magnétique terrestre va être différent, et ça peut jouer sur l'horizontalité de la trace. Alors, regardez, là, je vais vous montrer ce que ça change. Donc là, si on le met, vous voyez, il faut le régler pour que la trace soit vraiment horizontale, mais regardez, si on joue dessus, comme on peut voir, la trace là, elle a du tangage. Donc il faut régler TR pour que ici, ça soit vraiment le plus horizontal possible par rapport à ce qu'il y a sur l'écran. Alors ça, on y touche très peu. Et généralement, une fois qu'on l'a réglé pour un emplacement d'un oscilloscope, on n'a plus besoin d'y toucher. Bon, il y a aussi des oscillos qui ne l'ont pas. Hein. Maintenant, c'est vrai que c'est pas pratique d'avoir un oscillo où la trace ici n'est pas très droite. Alors justement, parlons-en ici de l'écran. L'écran, on voit qu'il a quelque chose de très intéressant, c'est ce qu'on appelle un graticule ou un réticule, qui représente ici, on voit des divisions, des carreaux, hein, c'est une sorte de dessin qui n'est pas lumineux, qui est mis par-dessus l'écran. Et ça va être très important. Pourquoi? Parce que pour faire des mesures, l'oscilloscope qui montre ici une unité, c'est du temps. Ici, il montre une tension. Et il est calibré comme ça. On voit que tout est en X par division. C'est-à-dire que là, le temps, si je me mets dans cette position-là, c'est 20 millisecondes par division. Ça veut dire que entre deux divisions ici, ça représente 20 millisecondes. De même que dans la position ici de la tension, si je suis ici sur 1 volt par division, ça veut dire que ça représente 1 volt. Donc ça, c'est très important, ce graticule, pour faire les mesures. En même temps, souvent, il a ici deux références qui montrent le centre de l'écran. Alors souvent, on peut dire que c'est la masse, mais pas forcément. Et on a souvent ce truc qui s'appelle 190, là, 0, 10. En fait, c'est pour pouvoir travailler en pourcentage. Là, c'est surtout intéressant, on verra ça plus tard, pour mesurer le temps de montée normalisé des impulsions. Donc voilà pour ce réticule, hein, et sachant qu'en même temps, sur certains oscillos, on peut même régler un éclairage du graticule, qui est une lampe qu'il y a comme ça en parallèle sur le plexi. Ça sert plus à grand chose ça, mais ça existait dans le temps, c'était surtout qu'on prenait des photos des oscillogrammes, et ça permettait éventuellement de le mettre en évidence. Donc voilà pour ces parties-là. Alors justement, maintenant,
On va retrouver trois grands types de contrôle. Donc ici, tout ce qui va être la partie verticale, qui en gros qui concerne la tension, tout ce qui va être horizontal, la partie qui concerne le temps, et aussi on va voir tout ce qui concerne ici la synchronisation. Alors, comment ça marche? Alors, le bouton un des plus importants, c'est celui-ci, justement, qui montre le temps par division. Ça représente quoi? Ça représente ici, comme je l'ai dit, hein, à quelle vitesse en fait va le spot électronique ici, sachant que quand il va vite, bah, on le voit ici sous forme d'un trait. Pourquoi? Parce qu'à cause de la persistance rétinienne, bon, on n'a plus le temps et il va trop vite. Hein, c'est un peu comme les images de cinéma pour qu'on puisse voir. Mais on voit ici que là, il va assez doucement pour le voir. Donc ici, ce réglage, très important, et qui va aller d'autant plus loin que la bande passante est élevée. Ici, on peut s'arrêter jusqu'à 200 nanosecondes, mais sur un oscilloscope qui va plus haut, on va peut-être monter jusqu'à 5 nanosecondes ou beaucoup plus haut. Alors sur tous ces réglages, ici, on a ces boutons-là. Ça, c'est très important. C'est quoi? C'est les verniers. C'est-à-dire qu'on voit ici que là, je suis comme ça, mais que là, vous voyez, je peux encore leur diminuer comme je veux. Alors, ça veut dire que ces boutons-là, ça va permettre d'ajuster de façon finement des réglages ici qui sont, je veux dire, par cran. C'est-à-dire que là, je suis entre 0,5 et 0,2. Mais si je veux 0,3, c'est pas possible. Sauf si je me mets sur 0,2 et je change ça ici pour le régler à 0,3. Alors, attention, quand on utilise ces trucs-là, on n'est plus calibré. Mais il y a certaines mesures où on s'en fout d'être calibré. Ce qu'on veut, c'est justement faire des comparaisons, des choses comme ça. Et là, c'est utile. Alors, une erreur classique de mesure sur les oscilloscopes, c'est de ne pas mettre ces trucs-là sur calibré. Alors, il y a même des oscillos où, quand c'est pas calibré, il y a une lumière qui le montre. Là, on voit, il y a monté cal, là, on voit qu'il y a un petit symbole. Là, c'est important de les mettre ici pour être vraiment en position calibrée. Alors, une fois qu'on a ça, la deuxième chose qui est très, très importante sur l'horizontale, c'est X-pose. X-pose, comme on le voit ici, c'est ce qui va faire la position horizontale du signal. Généralement, on va le régler ici pour que le début soit... on le règle comme on veut. Donc généralement, ça, on va la régler pour que le début, là, soit au début du graticule. On va avoir tout ce qui va concerner la synchronisation. Alors la synchronisation, je ferai une vidéo spéciale dessus, hein, parce que sinon celle-là, ça va être trop long. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, il y a que les seuls réglages qui sont intéressants, c'est AT normal, et comme j'en ai vu, il faut le mettre sur automatique. Hein. Et ce qu'il va falloir, c'est tourner ici ce bouton, on va le voir tout à l'heure, pour avoir le signal qui soit le plus stable possible. Alt plus moins ici trig et TVCEP là, donc tout ça on verra ça quand on parlera de la synchronisation plus tard. Enfin, dans un premier temps, si on veut quelque chose de simple, donc on s'occupe que de ça. Ici, on va avoir quoi après? Alors, des oscilloscopes, ils peuvent être multivoix. Celui-là, très souvent, c'est 2 voix. Alors, il y en a qui n'ont qu'une seule voix. Il y en a qui en ont plus, hein, qui en ont au moins jusqu'à 4. Et ça, c'est pareil, je ferai une autre vidéo pour parler de ça, hein, pour pas que celle-ci soit trop grande. Donc, pour l'instant, on va raisonner que sur une seule voix. Donc, le réglage le plus important, c'est celui-là. Hein. On va voir tout à l'heure, en mettant un signal, qu'il va donner l'amplitude maximum. Et on retrouve ici, alors là c'est 2 boutons, mais des fois c'en est qu'un seul, à 3 positions, ground, pas, ground ça veut dire que je ne m'occupe plus du signal qu'il y a là, mais c'est la référence 0, et la référence 0, je la positionne ici comme je veux. Je peux dire, voilà, ici mon 0 est ici, et là je verrai plutôt une tension positive que négative. Si je veux voir le maximum de tension positive, je vais me mettre comme ça, et j'aurai le maximum de débattement ici. Si je veux regarder une tension alternative qui peut être positive ou négative, si je me mets au milieu, j'aurai ici le maximum de débattement. Et ACDC, c'est le couplage qui dit, est-ce que je veux regarder les tensions continues, éventuellement avec une tension alternative superposée, ou des signaux alternatifs, et ça couple le continu. On verra aussi dans des exemples à quoi ça sert. Bon, dans certains, alors ça c'est pas tous les oscilloscopes, ici il y a une sorte de loupe. On voit x5, ça permet en fait de zoomer et de multiplier par 5 la sensibilité ici. Tout ce qui va être vert mode, c'est lié au système des traces. Hein, en fait, voilà, quand on veut avoir 2 traces ici, on voit que c'est grâce à ce système-là. Mais c'est pareil, ça j'en parle pas pour l'instant, parce que on le verra dans la vidéo sur ça. On voit ici des fois la possibilité d'inverser une trace, et ça c'est pareil, c'est super intéressant, on verra aussi ça plus tard. Et bien sûr, les entrées, alors très souvent c'est des entrées ici BNC, hein, on voit là c'est marqué 1 mégome 25 picots.
Et comme j'ai déjà expliqué sur ma vidéo sur les sondes, enfin, c'est quasiment une aberration d'utiliser un oscilloscope sans utiliser une sonde dite x10. Je vous conseille de regarder cette vidéo si ça vous intéresse, mais à part vraiment des mesures en continu ou en très basse fréquence, il faut toujours utiliser une sonde d'oscilloscope. Et donc ici, souvent, chaque oscilloscope donne ici ce petit générateur de signaux qui va permettre de calibrer les sondes, comme j'ai déjà montré, voilà, pour les régler. Alors ici, justement, on voit une très bonne explication de ça. On voit bien que là, le commutateur règle l'amplitude. Donc là, je suis vraiment trop grand. Voilà. Et là, on voit quand j'ai un signal de 2 volts crête à crête. Et si je compte ici le nombre de carreaux, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc là, je suis sur la position 50 millivolts. Donc si on regarde 50 millivolts multiplié par 4, ben, ça fait 200 millivolts. Et pourquoi 200 millivolts? Parce que j'ai une sonde qui divise, comme vous regarderez la vidéo sur les sondes, qui divise le signal par 10 pour avoir une meilleure impédance. Et ben, je multiplie ici par 10. Il ne faut pas oublier que quand on a ici une sonde x10, ici, toutes les tensions sont divisées par 10. Donc ici, ça, 50 millivolts, ça correspond à 0,5 ici. Bien sûr, ça diminue la possibilité de mesure, mais ça a bien sûr des tas d'avantages. Et ici, bah, on a bien là le système qui permet de voir le temps. Donc là, par exemple, comme je le disais, là, je suis par exemple sur 500 microsecondes par carreau. Là, ça montre bien ici que chaque palier là, il fait pile 500 microsecondes. Si on regarde le vernier dont je parlais, là, on voit que ça le change. De même que ici, là, on voit que je peux le faire varier de façon continue, mais bien sûr, je suis plus calibré. Donc voilà pour les principaux réglages. Ah oui, Maurice me dit que j'ai oublié d'expliquer ce que c'est que le hold-off. Ben, c'est pas, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est un truc qui est très intéressant. Je vous conseille de la regarder si je la mettrai en lien si vous êtes intéressé. Bon, et après, il arrive aussi, en plus de ces réglages-là, justement, qu'on peut avoir, par exemple, un truc qui s'appelle Magne. Souvent, c'est une sorte de loupe qui permet de multiplier par 10, de zoomer, en fait, quelque part la position. On voit qu'ici, voilà, ma trace, c'est comme si elle était 10 fois plus longue et j'en voyais qu'une fenêtre, un dixième. Donc ça, c'est intéressant des fois pour pouvoir zoomer sur certains systèmes. Et après, alors, après, ça va dépendre des oscillos. Celui-là, par exemple, il a un système de vérification de composants en XY. Enfin bon, après, il y a toujours des variations. Et surtout, sur certains modèles plus évolués, il y a ce qu'on appelle OSD. C'est un système qui va permettre d'afficher des données sur l'écran. Pour l'instant, on va rester sur quelque chose de simple. Alors maintenant, comment on fait quand on veut mesurer un signal? C'est quoi les réglages de base? L'idée déjà, est-ce qu'on a une idée de ce qu'on veut mesurer ou pas? Si on a un petit peu de doute, il faut jouer, on va dire, à la sécurité. On ne sait pas trop si c'est positif ou quoi que ce soit. Donc là, l'idée, c'est de se mettre sur la plus grande sensibilité. C'est un petit peu comme avec un multimètre. On va se mettre ici au milieu. On va se mettre ici, on va dire, à peu près au pif. Et on va se brancher sur un signal quelconque. Donc là, je me branche sur un générateur. Ici, on voit que j'ai un signal. Alors, ce signal, il n'est pas assez grand. Mais là, je peux ici voilà, l'augmenter. De même qu'ici, je peux le régler comme je veux. On verra dans le chapitre synchro qu'éventuellement, même en automatique, des fois, si le signal n'est pas stable comme ça, il faut régler le niveau pour qu'il soit stable. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir comme ça? Eh bien, qu'est-ce qu'on va mesurer déjà? Ce qu'on peut, si on compare, hein, c'était le but un peu de la vidéo avec un multimètre, quelque chose qu'on verra jamais avec un multimètre, c'est justement la forme. Là, j'ai un signal sinusoïdal, là, j'ai un signal triangulaire, là, j'ai un signal carré. C'est absolument impossible à voir avec un multimètre. En même temps, la précision généralement d'un multimètre, alors si c'est un RMS, il se fout de la forme du signal, mais un multimètre courant, il ne va pas permettre de faire des mesures ici très très précises, et surtout, il va être très très mauvais en fréquence. Hein. Souvent, les multimètres, ils s'arrêtent à on va dire 1 kHz, 10 kHz maximum, alors qu'ici, je peux quand même mesurer de façon beaucoup plus haute. En même temps, imaginons que ça soit un amplificateur, la sortie d'un amplificateur, sur lequel j'ai mis un signal sinusoïdal. Si à la sortie j'ai ça, c'est que on peut dire que j'ai vraiment beaucoup de distorsion, et c'est pareil, ça, on le verra pas.
Hein, donc l'oscilloscope, il va permettre de voir le signal. Il va permettre de voir un signal qui accroche. Par exemple, un amplificateur qui oscille, généralement, on ne le verra pas avec un multimètre. C'est très important. En même temps, il va permettre aussi de mélanger tension continue et alternative. Là, comme on le voit, j'ai un signal alternatif. Mais si j'y rajoute, par exemple, j'ai un signal alternatif qui est très faible, sur lequel est rajoutée une composante, ici, une composante continue. Donc là, bon, on voit très bien, je fais varier la composante continue, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais, comme je vous l'ai déjà montré dans une polarisation, une tension continue sur laquelle est superposé un signal alternatif. Et c'est là l'intérêt du fameux AC/DC, c'est que maintenant, même regardez si j'ai un signal qui est très faible, comme ça, et avec une tension continue très haute. Je ne vais pas pouvoir le voir. La tension continue est trop haute. C'est ici que le AC/DC est intéressant, dans la mesure où ici, voilà, alors il y a un certain temps parce qu'il faut que le condensateur ici se charge, mais maintenant, on voit que je suis indépendant de la tension continue. Ça me permet d'avoir quelque chose de très précis. Hein, ici, on voit que je vois quelque chose avec une tension qui est très faible, alors que j'ai une très forte tension continue superposée. Donc ça, c'est l'intérêt ici du AC/DC. Et on voit que là, si la tension continue varie, voilà, donc voilà, alors, il faut un certain temps, parce que le condensateur, c'est un condensateur d'assez forte valeur pour avoir une bande passante, hein, de l'ordre de 10 Hz à peu près, mais c'est l'intérêt ici, c'est ce qui va permettre par exemple de regarder les ondulations ou les parasites très faibles sur une alimentation de 25 volts par exemple. Donc ça c'est l'intérêt ici du couplage AC/DC. Donc voilà ici un petit exemple. Et ça, bah c'est très difficile de mesurer ça. Si j'ai une tension continue et alternative mélangée avec un multimètre, bah c'est vrai que si je mets en position alternative, je verrai peut-être que l'alternative, mais de combien il continue, c'est pas très simple. Ça permet aussi l'oscilloscope, bah on le verra avec deux voies, ça va permettre de comparer des signaux, mais ça va permettre de mesurer des tensions de signal. Hein. Grâce à ce système-là, je peux très bien mesurer le temps qu'il y a entre ces deux impulsions-là, ce qui est absolument incapable de faire un multimètre. Je peux, donc comme on l'a vu, voir la forme des tensions. Si ici, par exemple, j'avais un parasite qui apparaissait ici, je le verrai jamais avec un multimètre. Alors que là, si j'ai une double impulsion, par exemple, qui ferait que c'est un compteur électronique compterait mal, voilà, on verra rien du tout. C'est un petit peu comme si en médecine, on considérait un stéthoscope et la radiographie. Un stéthoscope, c'est bien, ça écoute les battements du cœur. Bon, on dit ça bat, c'est bon, le mec il est vivant. Voilà, avec un stéthoscope, on verra jamais si y a une lésion, une fracture, une fêlure, quelque chose comme ça. C'est vraiment l'outil indispensable de base quand même pour l'électronique. C'est vrai qu'avec un multimètre, pour faire du tout venant, tester des piles, voir des alimes et tout, je dis pas que ça suffit pas, mais dès qu'on va vouloir faire quelque chose d'un petit peu dynamique, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des signaux alternatifs, des traitements de signal, que ce soit de l'analogique ou même du digital, là l'oscilloscope c'est vraiment un outil super intéressant. Donc voilà pour cette première présentation sur ce fantastique outil qui est l'oscilloscope. Pour pas faire des vidéos qui durent trop longtemps, donc j'en ferai une autre pour parler justement là des doubles traces, et surtout une vraiment très importante, que ce soit sur les oscilloscopes numériques ou analogiques, tout ce qui va être synchronisation, c'est vraiment une des clés du système, et je pense que ça mérite déjà une vidéo à part entière, sachant qu'après aussi je referai une autre vidéo de présentation, mais sur les oscilloscopes digitaux, où on verra qu'il y a des grosses similitudes avec les analogiques, mais aussi des choses en moins ou en plus. Alors c'est vrai que là, bah, on peut dire que je commence un peu, ça fait encore une nouvelle série de vidéos. Je sais qu'il y a celle de la prochaine sur la radio, là, qui est très attendue. Donc je continue à la préparer, hein. J'ai pas tout à fait fini encore, mais je pense que là, ça sera peut-être pas la prochaine, mais enfin, elle va venir quand même relativement assez vite. D'ici là que Scopy, le démon des oscilloscopes, vous épargne de trop voir des sinusoïdes partout. Et à bientôt sur ma chaîne.